Oui, donc bonjour à tous. Donc, comme je le disais précédemment, nous touchons presque à la fin de notre cycle. Il va nous rester quelques séances avant donc de nous quitter la mi-juillet. Euh, voilà, avant de nous quitter la mi-juillet. Et donc, on se reverra en septembre pour des séances de révision. Voilà, donc entre-temps, n'hésitez pas à poster si vous avez un souhait particulier avant cette date, on va dire avant septembre, si vous avez un souhait particulier, n'hésitez pas à m'écrire hein, voilà, s'il y a un point sur lequel vous voulez que je revienne. Ok. Et donc on essaiera de faire une petite séance de révision. Donc pour la séance qui vient, comme on l'avait promis, je vais m'attaquer un petit peu au tableur, expliquer un petit peu quelle est la fonctionnalité d'Excel pour ceux qui ne maîtrisent pas. Donc on va essayer de faire de petits exercices, appliquer si vous voulez toutes les formules simples qui peuvent effectivement, euh, apparaître au concours, hein. Sachez que, comme je l'ai dit l'année passée, je pense que le tableur, quand je dis Excel, ça peut être tableur en général. Je pense que vous aurez forcément des questions liées à ce logiciel, d'accord? Donc on essaiera de développer ça au prochain cours, mais, mais je vais quand même essayer de programmer pour ça peut-être une séance avant mercredi prochain. Donc je vous préviendrai par mail. Je vais essayer de programmer une séance le matin, ce qui nous permettra éventuellement de faire des petits exos après. D'accord? Donc je vais essayer de faire le maximum de séances, mais soyez gentils pour me répondre, pour me dire si vous comptez assister à la séance ou pas. Bon, la plupart des personnes le font, hein, il n'y a pas de problème. Ce qui me permet effectivement, ça ne sert à rien de bloquer une matinée ou une après-midi, si bien entendu si vous n'êtes pas disponible. Donc je vais essayer de programmer une séance ou deux hors mercredi, d'accord, pour éventuellement essayer de préparer cette séance-là. Ok. Alors c'est parti. On va donc commencer. On va donc commencer par le premier exercice. Alors, certains m'ont répondu. Donc, Hélène m'a envoyé des désirata. Valérie, je crois aussi. Valérie m'a demandé de corriger certains exos. Donc voilà, donc si vous permettez, je vais quand même remplir ce cahier des charges. Donc je vais répondre à Valérie et Hélène parce que c'est les seuls qui ont manifesté un besoin. Mais ceci dit, je vais essayer de corriger l'essentiel. Alors, pour le moment, vous le voyez, j'ai laissé tomber l'exercice numéro 1 et je suis passé directement à l'exercice numéro 2. Alors, si on a du temps, on fera l'exercice numéro 1 s'il y a des questions. Alors, exercice numéro 1. Construire un triangle EFG de base FG tel que EG, EF égale 5,4, EG égale 7,2 cm et FG égale 9 cm. Je ne vous cacherai pas que je ne me suis pas amusé à faire la figure. Je viens de lire l'exercice à l'instant. Ça fait longtemps que j'ai imprimé le sujet. Et en l'imprimant, je pense que j'ai omis de vous donner une partie de l'exercice, n'est-ce pas? Puisqu'à un moment donné, il est question de placer un point M. Ou alors je me trompe. Ou je me trompe. Voilà. Donc il manquait un petit... Alors, l'exercice, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui manquait. Je vais essayer de le prolonger moi-même. Alors, j'ai pas fait de figure, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est ceci. Et vous avez dû le remarquer. Si je fais, vous voyez, le plus grand côté, c'est FG. Si je fais FG au carré, n'est-ce pas? Si je fais FG au carré, et je trouve combien? 9 au carré, et ça fait combien? 81. D'accord? Si je fais EF carré, n'est-ce pas? EF carré plus EG carré. Alors EF carré plus EG carré, vous me confirmez, ça fait bien 5,4 au carré plus 7,2 au carré, et tout ça égale aussi à 81. Concrètement, c'est-à-dire que lorsque vous réalisez votre figure, vous avez remarqué que le triangle EFG est bien entendu rectangle en E. Est-ce que c'est le cas? Le triangle EFG est bien rectangle en E. Pourquoi? Parce que FG carré, n'est-ce pas? Parce que FG carré est tout simplement égal à EF carré
plus EG carré. D'accord? Donc FG étant l'hypoténuse, ça implique que le sommet ou l'angle droit, c'est tout simplement l'angle E. Alors nous avons donc le triangle EFG. Il est donc rectangle, on vient de le voir, en E. Je fais une figure qui n'est absolument pas à l'échelle. Donc là, voilà. Et donc ici, j'ai le point, on a dit qu'il était rectangle en E. Et je vois que EG est supérieur à EF. Donc là, j'ai EF. Et là, j'ai EG. D'accord? On vous dit soit un point M, soit le point M. Donc le point M appartient au segment EF. Et le point M est tel que EF égale à 2 tiers de... EM égale à 2 tiers de EF. Au passage, il se trouve que 2 tiers de EF est un nombre exact. Regardez bien, 2 tiers de EF, si je fais 2 tiers, vous avez compris que 5,4 divisé par 3, ça fait tout simplement 2,7, n'est-ce pas? Et donc non, je dis des bêtises, 5,4 divisé par 3, ça fait ça fait donc 3,6. Et voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que EM est égal à 3,6? Ma question est celle-ci. Comment je fais si on me donne un segment qui fait 7 cm. On me donne un segment qui fait 7 cm. D'accord? 7 cm, un segment AB. Je vous pose la question suivante. Donc AB égale 7 cm. D'accord? Alors, AB égale 7 cm. À l'aide d'une règle et d'un compas, d'accord? Comment je fais pour placer un point, par exemple C, tel que AC égale 1 tiers de AB. Comment je fais pour placer un point C tel que AC égale 1 tiers de AB? Vous avez compris que il se trouve que 7, voilà, il se trouve que 7, très bien Thierry, il se trouve que 7 n'est pas divisible par 3. Donc l'idée c'est de faire quoi? Vous faites quoi? Vous tracez une droite qui passe par A. Je vais l'effacer, c'est pas ce que je voulais faire. Vous tracez donc une droite qui passe par A. D'accord? Vous prenez votre compas. Et vous portez effectivement sur cette droite-là, vous portez 3 mesures. Regardez bien. 1, 2 et 3. Est-ce que c'est bon? À l'aide de votre compas, vous portez 3 mesures. Vous placez la pointe de compas ici, vous portez un écart, vous remettez la pointe de compas ici, vous portez le même écart, la pointe de compas ici, et le troisième écart. Est-ce que c'est bon? Ok. Vous prenez ensuite votre règle. Et vous joignez ces deux points. Est-ce que c'est clair? Vous prenez votre règle et vous joignez ces deux points. Est-ce que c'est bon? Et ensuite, tout simplement, vous prenez votre règle et vous tracez la parallèle à cette droite qui passe par ce point. Et vous avez ainsi trouvé le point C. Et le point C est bien au tiers de AB. Est-ce que c'est clair? J'ai tout simplement, comme dit Thierry, appliqué Thalès. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel type de figure. D'accord? On aurait pu vous demander, par exemple, on aurait pu vous dire
AB, voilà, soit un segment AB, soit un segment AB quelconque, n'est-ce pas? Soit un segment AB quelconque, donc AB quelconque. Placez le point C, tel que par exemple AC égale, on va dire, 3/7 de AB. Placez le point C, tel que AC égale 3/7 de AB. Donc tout ce que vous faites, vous tracez la droite qui passe par le point A. Vous tracez la droite donc qui passe par le point A. Ah non, attention, Isabelle, si AB mesure, si AB mesure 13 cm, on est d'accord. Si AB, la longueur de AB égale 13 cm. 13 n'est pas divisible par 7. 13 n'est pas divisible par 7. Donc la mesure que vous allez trouver est inexacte. 13 n'est pas divisible par 7. Attention. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre règle et vous portez effectivement cette graduation. Premier écart, deuxième écart, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, je le fais approximativement, hein. Je le fais de façon approximative, mais vous avez compris le topo. Vous joignez ces deux points, vous repérez le point ici 3, vous tracez la parallèle. Voilà. Et là, effectivement, vous avez trouvé le point C. Ah, n'importe, Miss Alex, n'importe. Simplement le même écart, c'est tout. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a plus de mesure. Peu importe. Et oui, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on ne mesure plus. On prend sa pointe de compas, on prend un écart de compas et on porte 7 fois la même mesure. On peut porter 7 fois 3 cm, on peut porter 7 fois 15 cm, on peut porter 7 fois 1 mm, on peut porter 7 fois... Voilà. Exactement. Il ne faut pas le couper. Il ne faut pas le couper. Il faut très important, hein, très important, quand je dis vous portez de la mesure 7 fois, vous prenez votre pointe de compas ici, n'est-ce pas? Vous prenez un premier écart, admettons ici. Vous avez le même compas, vous mettez votre pointe ici avec le même écart et vous portez la même mesure. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Autrement dit, je ne sais pas quelle est cette mesure. Est-ce que c'est bon? Peu importe la mesure. Peu importe la mesure, c'est simplement reporter la même mesure. C'est pour ça que je tenais à faire ça. Ça, c'est une question vraiment classique. Je répète, quand vous avez cette situation-là, et je le répète une dernière fois, quand vous avez cette situation-là, là vous avez le segment AB. Vous ne savez pas quelle est la mesure de AB. Est-ce que c'est bon? Si je veux trouver un point C, tel que le point C soit par exemple AC égale, on va dire 2/3 de AB. AC égale 2/3 de AB. Qu'est-ce que je fais? Je trace la droite qui passe par A. Je prends mon compas avec l'écart que je veux. Vous voyez, l'écart, je peux le prendre comme ça, je peux le prendre comme ça, peu importe. Mais si je porte cet écart-là, je le porte 3 fois. Et donc, ça me fait ça. Et ça me fait ça. Mais cet écart-là, j'aurais pu le porter comme ça.
J'aurais pu le porter 3 fois ainsi. Une fois, 2 fois, à peu près, hein. 3 fois, à peu près. Ça m'aurait fait ça. Vous voyez? Et voilà. Vous avez compris? Très important ça, très important. Ah oui, bien sûr, quand on veut justifier la construction, c'est bien sûr en vertu du théorème de Thalès. Voilà. Donc ici, donc pour revenir à mon exercice, on me dit que ici EM, n'est-ce pas? On me dit que EM est égal à 2 tiers EM. Alors EM égale 2 tiers de EF. Donc là, il n'y a pas de problème puisque EF, donc 2 tiers que multiplie 5,4, 2 tiers que multiplie 5,4, ça me fait tout simplement 1,8. 1,8 fois 2, ça me fait 3,6. Est-ce que c'est bon? Donc là, il n'y a pas de souci. Donc autrement dit, je place mon point M. Donc là, je le partage de façon sommaire. Donc 1,8. Donc je place mon point M ici. Est-ce que c'est bon? Alors, dans l'exercice, très bien, dans l'exercice numéro 1, dans cet exercice-là, en réalité, on me dit tracer la parallèle passant par M à FG. Tracer la parallèle passant par M à FG. D'accord? Et elle coupe EG en N. Est-ce que c'est bon? Elle coupe EG en N. Je répète, c'est cette partie-là qui manque dans l'exercice, dans la partie A, n'est-ce pas? On trace donc la parallèle à FG passant par M et elle coupe EG en N. Est-ce que c'est bon? Question, calculer la longueur de EN. Calculer la longueur de EN. Est-ce qu'on est d'accord que nous avons donc ici une configuration de Thalès, puisque les points E, M, F d'une part, E, N, G d'autre part, donc sont forcément alignés de la façon suivante: E, M, F et E, N, G. De plus, M, N est parallèle à FG. Donc d'après le théorème de Thalès, on peut écrire quoi? Que EN sur EG est tout simplement égal à EM sur EF. Et comme EM sur EF égale 2 tiers, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que EN sur EG est aussi égal à 2 tiers? Conclusion, ça implique quoi? Que EN est tout simplement égal à 2 tiers de EG. Alors EN égale à 2 tiers. Alors EG, on me le donne, c'est 7,2. Et ça me fait combien? Donc EN égale 2 tiers fois 7,2, 4,8. Ok? D'accord? Alors, on va passer à la question suivante.
Donc en réalité, cette partie-là était importante. Cette partie-là était nécessaire pour répondre à la question suivante. Donc on y va. Alors, dans cette partie, le point M n'est plus fixe, mais mobile. Donc, en réalité, nous avons la même figure. D'accord, on va mettre la vidéo ici. Voilà. Nous avons la même figure ici, comme ça. Cette fois-ci, voilà. Et voici. Donc nous avons le point E. Alors bien sûr, rappelez-moi, c'était E, alors F et G. Donc ici, quelque part, nous avons le point M, tel que EM égale X. Et nous avons bien sûr la parallèle à FG passant par M. Et elle coupe EG en N. Est-ce que c'est bon? Donc nous avons la parallèle à FG passant par N. C'est cette partie-là qui manquait pour effectivement répondre à la question 1A. Ou plutôt pour répondre à la question... oui. Alors, dans cette partie, le point M n'est plus fixe mais mobile. Sur le segment EF, on note EM égale X. Attention, le point M est mobile sur le segment EF. Ça veut dire que le point M peut être en E et il peut être en F, puisqu'on a dit le segment EF. Donc, entre quelle valeur extrême peut varier le nombre X? Donc, X est forcément compris entre 0 et je crois 5,4. Très bien, Miss Alex. Entre 0 et 5,4. Donc X est compris entre 0 et 5,4. Ça, c'est la réponse, le petit a. Soit N, le point de EG, défini comme dans la partie A. Exprimer la longueur EN en fonction de X. Donc, exprimer la longueur EN en fonction de X. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? On peut dire en vertu du théorème de Thalès, ou en appliquant le théorème de Thalès. Bien sûr, si on considère les points EMF d'une part et ENG d'autre part, et bien sûr la droite MN et la droite FG qui sont parallèles, on peut écrire que EN sur EG est tout simplement égal à EM sur EF. C'est-à-dire que EN, ceci équivaut à EN sur, alors EG, rappelez-moi c'était combien déjà? EG 5, 7,2. Merci, 7,2 égale EM, c'est-à-dire X sur EF 5,4. Ce qui implique quoi? Que EN est tout simplement égal à 7, je fais le produit en croix, 7,2 sur 5,4 X. 7,2 sur 5,4. Je peux simplifier le numérateur et le dénominateur déjà en multipliant par 10, ça me fait 72 sur 54. Si je le fais en deux temps, je sais que 9 fois 8, 72. 9 fois 6, 54. Donc si je fais une première simplification, ça me donne... Bon, je peux chercher bien entendu
le PGCD, je peux chercher le PGCD de combien? 72 et 54. D'accord? 54. Je peux chercher le PGCD. Vous voyez, 72 c'est quoi? C'est 9. C'est 9 fois 8. C'est-à-dire 3 au carré, 2 au cube, fois 3 au carré. 54. Je le fais délibérément comme ça, hein, c'est histoire de renouer un petit peu avec des écritures anciennes, hein, parce qu'il ne faut pas non plus oublier. Hein, donc il faut rester toujours dans l'esprit. 54, c'est 9 fois 6, c'est-à-dire donc 9 fois 2 fois 3, donc ça fait 27 fois 2, c'est-à-dire 2 que multiplie 27, c'est-à-dire 3 au cube. D'accord? Et on remarque bien que le PGCD, de 72 et 54, c'est tous les facteurs communs avec la plus petite puissance. Facteur commun 2, plus petite puissance 1, facteur commun 3, plus petite puissance 2. Donc le PGCD, bien sûr, c'est 18. En simplifiant par 18, comme on vient de le dire, 72 divisé par 18, ça fait 4. Et 54 divisé par 18, ça fait 3. Donc EN est tout simplement égal à 4 tiers de x. Est-ce que c'est bon? On vient de déterminer que EN égale à 4 tiers de x. Ok. Alors, très bien. Alors, je continue. Donc ici, je peux effacer tout ça. Je peux effacer tout ça. Bon, le plus simple, ça serait d'effacer le tableau entier. Alors, je refais la figure de façon sommaire et rapide. D'accord, nous avons donc ceci. Nous avons ici notre triangle qui est rectangle. Voilà. Nous avons ici le point. Alors, nous avons ici la fameuse droite, la parallèle. Voilà. A, F, G. Donc ici, nous avons le point E. Là, nous avons le point G. Là, nous avons le point N. Nous avons ici M. Et, bien entendu, F. Très bien. Alors, on vous dit ensuite, allez, on va remettre la vidéo de ce côté. Voilà. On vous dit, montrer que l'aire du triangle EMN est égal à. Vous êtes d'accord avec moi que le triangle EMN est rectangle en E? On l'a vu tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec moi que l'aire en fonction de x, donc l'aire du triangle EMN, l'aire du triangle EMN, c'est la base que multiplie la hauteur divisé par 2. Est-ce que c'est clair? Base fois hauteur divisé par 2. Oui? Ok. Alors, on a vu tout à l'heure que EN est égal à combien? À 4 tiers de x. EM est tout simplement égal à x. Le tout divisé par 2. Ce qui veut dire que l'aire de EMN en fonction de x est tout simplement égal à 2 tiers de x au carré. Ok. Ensuite, sur le graphique ci-après, on a porté la longueur en abscisse et bien sûr l'aire en ordonnée. Sur ce graphique complété, après avoir effectué les tracés nécessaires sur le graphique. Deuxièmement, petit a
une valeur approchée du triangle de l'aire lorsque x égale 3,5. Déterminer la valeur approximative de x pour laquelle l'aire du triangle EMN est égale à 12. Alors, bien entendu, on me demande de le faire graphiquement. Si je le fais graphiquement, je regarde juste la figure qui m'est proposée. Est-ce que vous avez compris que si je prends une valeur ici, alors on m'a demandé pour quelle valeur déjà? On m'a demandé pour quelle valeur déjà? Pour x égale 3,5. Donc je repère ici 3,5. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3,5, est-ce que vous voyez que c'est à peu près ici? D'accord? Voilà. Je trace donc la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point d'abscisse 3,5. Et bien entendu, je lis sur l'axe des ordonnées tout simplement l'aire correspondante. Bien sûr, je fais une lecture approximative. Je lis la valeur ici. Est-ce que c'est bon? Bien sûr, on peut tricher un petit peu. Vous savez comment? On peut tricher un tout petit peu et écrire tout simplement R égale à quoi? 3,5. Mais comme je sais que A de x, c'est 2 tiers de x au carré, donc l'aire est tout simplement égal à 2 tiers que multiplie 3,5 au carré, ce qui donne approximativement combien? Approximativement 8. Peut-être un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas. Ok, 8,16. Ok, on va dire à peu près 8. Ensuite, nous avons la question dans l'autre sens. La question dans l'autre sens, on vous dit cette fois-ci, on vous dit, ah non, j'étais trop vite. On vous dit déterminer la valeur approximative de x pour laquelle l'aire du triangle est égale à 12 cm². Donc là, vous faites le contraire. Là, on fait exactement le contraire. On se place ici. Alors, quelque part ici. Je ne sais pas si ma figure est exacte. Quelque part ici, n'est-ce pas? En supposant que ça soit 12. Je trace la parallèle à l'axe des abscisses passant par le point d'ordonnée 12, n'est-ce pas? Et par lecture graphique, je lis la valeur de x correspondante. Hein, voilà comment on fait une lecture graphique. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Alors après, bien entendu, on peut me demander de le faire par le calcul. Donc par le calcul, ça me donnerait tout simplement 2 tiers de x au carré, n'est-ce pas? 2 tiers de x au carré. 2 tiers de x au carré est tout simplement égal à 12. Ce qui me donne x au carré égale à 18. Ce qui me donne x égale à racine carrée de 18. 18 c'est 9 fois 2. Par conséquent, x est tout simplement égal à 3 racines de 2. Apparemment, 3 racines de 2. Donc en réalité, la valeur 12 que j'ai prise ne m'a pas l'air exacte. Ou alors je me trompe, 36 divisé par 2. Oui, 3 racines de 2. Et ça fait donc combien? À peu près. 3 racines de 2, ça fait à peu près 4,24. Voilà. Ok. Très bien. Donc voilà pour l'exercice numéro 1. Pour l'exercice numéro 2, est-ce qu'il y a des questions particulières? Voilà. Très bien.
Je passe donc à l'exercice numéro 3. Et je crois que l'exercice numéro 3, c'est Valérie qui m'avait interpellé. Je pense. Ok. Alors, exercice numéro 3, que dit-il? On vous dit soit S, A, B, C, D, une pyramide régulière dont la base carrée a un côté de mesure 2 cm. Ok, très bien Valérie, pas de souci. Pour de mesure donc 2 cm. La hauteur SO est variable. Elle est notée X. La hauteur SO est variable. Elle est notée X. Calculez le volume de cette pyramide pour X égale 6 cm. Autrement dit, le volume d'une pyramide, quelle que soit cette pyramide, c'est toujours un tiers de l'aire de base que multiplie la hauteur. Ça, c'est le volume d'une pyramide. Il se trouve que cette pyramide est régulière, autrement dit, sa base est carrée. Donc l'aire de la pyramide, ici H égale 6. Donc le volume est tout simplement égal à 1 tiers que multiplie 2 au carré que multiplie 6. Ce qui me donne tout simplement 8. 8, donc le volume est égal à 8 cm3. Dans cette question, x varie entre 0 et 10. Démontrez que le volume de la pyramide en fonction de x est tout simplement égal à 4 tiers de x. Alors je répète, x, donc h est tout simplement égal à x. Ce qui vous donne tout simplement le volume égal 1 tiers que multiplie 2 au carré que multiplie x. Résultat, le volume est tout simplement égal à 4 tiers de x. C'est tout Valérie. Tracez la représentation graphique de la fonction v. Alors, la fonction v porte un nom. La fonction v porte un nom. C'est une fonction v est une fonction linéaire. Non Valérie. V est une fonction linéaire. Donc pour la tracer, v est une fonction linéaire. Donc pour la tracer, on fait son repère. Voilà. On sait qu'elle passe par le point O, par le point 0, 0. Voilà, passe par le point O. Donc ici, je vais prendre 3. 1, 2, 3. Ici, je vais prendre 4. 1, 2, 3, 4. Je vais tracer. Donc, elle passe par le point d'abscisse x égale 3. Y, 1, 2, 3. À peu près là. Voilà. Et je n'ai plus qu'à joindre ces deux points. Je n'ai plus qu'à joindre ces deux points. Ce qui me donne, voilà, la fonction v. Est-ce que c'est bon? Bien sûr, j'ai un petit peu, voilà, bien sûr le point ici, cette partie-là,
puisqu'on travaille sur l'intervalle 0,10, cette partie-là ne figure pas. Donc la droite, elle commence effectivement ici au point O. Et elle finit 3, 4, 5, à peu près à 10, ici, quelque part. D'accord? Voilà. Ok? C'est beau? Ok. Parfait. On passe à la question suivante. Alors, exercice numéro 4, je reviendrai. Ah oui, Valérie m'a posé la question pour la 5e question de l'exercice 4, déterminé par le calcul. Est-ce que vous avez trouvé cet exodivisé? Alors, je ne sais pas si j'ai l'énoncé. Oui, je ne sais pas si j'ai l'énoncé par lecture graphique, donc ça c'est fait. Alors, est-ce que vous avez eu une difficulté particulière sur cette partie-là? Vous me dites, pour l'exercice numéro 4, est-ce que ça vous a posé? Alors, que le 5. Ok. Alors, est-ce que vous l'avez? Alors, donnez-moi juste une seconde, le temps de lire un peu la première partie d'exercice, parce que je me suis pas immergé. Alors, donc la question 5, qu'est-ce qu'elle dit? Déterminer par le calcul à partir de quelle valeur de x l'option B est plus avantageuse que l'option A. Alors, l'option B, l'option A c'est quoi? L'option A c'est quoi? L'option A c'est tarif 3 € par cassette. Est-ce qu'on est d'accord que l'option A c'est 3 € par cassette, ce qui veut dire que le tarif A, si je l'appelle grand A de X, le tarif A est tout simplement égal à 3x. Est-ce que c'est clair? Non, Miss Alex, je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas fait les exos, à vrai dire. Je l'ai fait en direct, donc je n'ai pas les réponses. Maintenant, si vous tenez absolument à ce que je le fasse entièrement, il n'y a pas de souci. Alors, donc ici, ok. Alors, donc ici, le A de X est égal à 3x. L'option B, une carte d'abonnement de 15 € pour 6 mois avec un tarif de 1,50 € par cassette louée. D'accord? B de X. Donc 1,50 €. Donc B de X est tout simplement égal à 1,5 X plus 15. D'accord? 1,5 X plus 15. Donc la question est classique. La question est classique. Il faut bien savoir faire ça. On a deux possibilités, n'est-ce pas? On a deux possibilités. Admettons qu'on ait des... Je ne fais pas le schéma de façon précise, mais je vous donne l'esprit. Vous avez ici votre repère. Vous avez ici votre repère. Ici, vous avez le premier tarif, qui est une fonction linéaire. Et ça, c'est le premier tarif, par exemple, qui est une fonction linéaire, n'est-ce pas? Et là, vous avez le deuxième tarif. Et là, vous avez le deuxième tarif. Vous avez le deuxième tarif qui est une fonction affine. D'accord? Là, c'est le deuxième tarif. Est-ce que c'est clair? Donc, de façon graphique, de manière graphique, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque quoi? Que pour cette valeur-là, on dira que les deux tarifs, admettons que cette valeur-là soit, on va dire, cette valeur-là, admettons qu'elle soit égale à 10. Voilà. Donc, cette valeur-là, pour x égale 10, les deux tarifs, le tarif A et le tarif B, sont tout simplement équivalents. Autrement dit, on peut choisir indifféremment l'une ou l'autre formule. Ensuite, pour x compris entre 0 et 10,
Est-ce que vous avez compris? Pour x compris entre 0 et 10, vous voyez la droite verte sur l'intervalle 0,10, les points de la droite ici ont des ordonnées inférieures aux points de cette droite-là. Autrement dit, le tarif vert, le tarif B, est plus avantageux que le tarif A. B est plus avantageux, c'est-à-dire moins cher. Ok. Je ne sais pas, Miss Alex, je n'ai pas fait l'exercice. Donc là, je réponds, c'est vraiment empirique. Je réponds en général. Hein, d'accord? Donc je ne fais pas l'exo, mais je vous explique l'esprit. D'accord? J'ai pas encore répondu. On va faire l'exo après, Isabelle. Ce qui est important, voilà, à partir de la 11e. Donc entre 0 et 10, là encore une fois, je ne fais pas l'exercice. Je suis en train de vous donner une situation globale. C'est-à-dire que j'ai pris deux tarifs A et B quelconques que j'ai représentés sur ma figure. Comment fait-on pour représenter graphiquement une fonction affine, une fonction linéaire? Vous avez deux droites. Ensuite, ici, il s'agit de tarifs. On me demande de comparer deux tarifs. Donc, je vois que pour l'intersection ici, le tarif A et le tarif B sont identiques. Autrement dit, le choix peut se porter indifféremment pour l'un ou l'autre. Si le x est compris entre 0 et 10, alors le tarif B est plus avantageux. Si x est plus grand que 10, alors le tarif A est plus avantageux. Ok, maintenant je reviens à mon exercice. Graphiquement, on peut tracer cette droite, on peut représenter cette droite. Analytiquement, voilà comment on va faire. On va supposer, on va résoudre l'inéquation. On va dire A de x est plus grand ou égal à B de x si et seulement si 3 fois x est plus grand ou égal à 1,5x plus 15. Je passe le x dans l'autre membre. Ça me fait 3x moins 1,5x est supérieur ou égal à 15. Ça veut dire que 1,5x est plus grand ou égal à 15. Et comme 1,5 est positif, le sens de l'inégalité ne change pas. Ça me fait 15 divisé par 1,5. Ça me fait tout simplement x est plus grand ou égal à 10. Que veut dire ce résultat? Ce résultat veut dire que si on loue entre x, si on loue entre 0 et 10 cassettes, si on loue entre 0 et 10 cassettes, 10 cassettes non compris, 10 cassettes non compris, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le tarif A est inférieur au tarif B. Ça veut dire que le tarif A est l'abonnement A est plus avantageux que l'abonnement B pour un nombre de locations inférieur strictement à 10, c'est-à-dire jusqu'à 9. Pour x égale 10, le tarif A est tout simplement égal au tarif B. Et pour x strictement plus grand que 10, c'est-à-dire à partir de la 11e cassette, le tarif A, le tarif B est inférieur au tarif A. Donc si on veut louer entre 0 et 9 compris, il faut opter pour A. Si on veut louer 10 cassettes,
on peut souscrire soit A, soit B. Si on veut louer à partir de 11 cassettes, il faut privilégier le tarif B. Est-ce que c'est clair? Ok. Parfait. Alors, donc ça c'était la question 3. Exercice 4. Alors, on va passer maintenant à l'exercice 5, qui apparemment a fait l'objet de pas mal de questions. Alors, on va passer à l'exercice 5. Que dit-il? Alors, l'unité de longueur est le centimètre. L'unité d'air est le centimètre carré et l'unité de volume le centimètre cube. On considère le pavé droit ABCD, A'B', C'D'. On note L, le point d'intersection. On note L, le point d'intersection des segments AC et BD. AC et BD. Et bien sûr, on a creusé ce pavé en enlevant la pyramide OA-BCD de hauteur OL. On a DD' égale 5, DC égale 6 et DA égale 7. Alors là, j'ai la figure. Donc, je reprends les mesures. Qu'est-ce qu'on me donne? On me donne donc DD' égale 5, DC égale 6, alors DC égale 6, ensuite DA égale 7, DA égale 7. Et on m'a dit plus haut que, bien sûr, le point L était donc le point L, l'intersection dans le carré ou le rectangle ABCD. Nous avons donc le point L qui est à l'intersection de AC et BD. Et on vous dit que dans cette partie-là, OL égale 4. OL égale 4. Construire en vraie grandeur la face ABCD et placer le point L. D'accord? Donc ABCD et placer le point L. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que AB, donc ABCD est un rectangle, n'est-ce pas? Ok. ABCD est un rectangle. Donc voilà. Voilà. Donc après vous placez le point L, donc ça vous avez compris. Calculer BD en donner une valeur arrondie au dixième. Donc ici A, alors A, B, C, D. Alors on a AD égale 7. Alors est-ce qu'on est d'accord que AD égale 7 et DC égale 6. Désolé, j'ai pas respecté les proportions. Hein, mais ok, j'ai pas respecté les proportions. DC égale 6. Alors, vous êtes d'accord avec moi, calculer AD ou calculer AC, c'est totalement la même chose. BD, pardon. Calculer BD ou AC, c'est pareil. D'accord? Donc ici, j'ai C. Ici, j'ai 6. Et là, j'ai combien? 7. Donc d'après Pythagore, vous êtes d'accord que BD carré, hein, BD carré est tout simplement égal à DC carré plus BC carré. C'est-à-dire que BD carré
est égal à DC carré 36 plus BC carré 49. On me demande, donc ça fait 36 plus 49. Donc ça fait 85. Donc BD est égal à racine carrée de 85, soit BD égale à combien? On dit arrondir au dixième. 9,2. Merci. Donc BD égale tout simplement 9,2. Ensuite, en déduire DL. Donc en déduire DL. Donc rappelez-vous, le point L est là. Alors DL, c'est tout simplement quoi? DL, on sait que dans un rectangle, les diagonales se coupent en leur milieu. Autrement dit, le point L est le milieu de BD. Ce qui veut dire que DL est tout simplement égal à 1/2 de BD. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire que DL égale à 4,6. Vous m'arrêtez s'il y a une erreur, je ne sais pas. C'est bon? Ok, parfait. Ensuite, question suivante. Alors, je ne sais pas si j'ai préparé la figure, je regarde juste. Non. De ce côté. Ouais. Non, c'était pas ça. Est-ce que... Non. Très bien. Alors ensuite, calculer le volume du pavé droit ABCD, d'accord, A'B', C'D', d'accord, le volume du pavé droit. Vous êtes d'accord avec moi que le volume d'un pavé droit, c'est bien sûr l'aire de base que multiplie la hauteur. Autrement dit, le volume, donc le volume du pavé droit A, B, C, D j'ai pas compris, Isabelle. J'ai pas compris. À quelle question vous faites référence? Ah, bien entendu, Isabelle. Tout ce que je fais là, bien sûr, j'ai bien sûr dit que le triangle ABD est rectangle en B, bien entendu. Ah, bien sûr, avant d'énoncer Pythagore, il faut d'abord dire qu'on a un triangle rectangle. Bien sûr, ah oui, il faut le dire. Mais bien sûr, préalablement, il fallait dire que préalablement, le quadrilatère ABCD est un rectangle. Non, mais le fait de dire que ABCD est un rectangle, n'est-ce pas, puisque au départ, on a un pavé droit. Au départ, on a un pavé droit. Donc le fait de dire que ABCD est un rectangle, ça implique nécessairement que le triangle ABC, que le triangle ABD est rectangle en A. C'est bon ou pas? Parce que l'hypothèse, c'est qu'on a un pavé droit. Ok? Et ABCD est une des faces de ce pavé droit. Par conséquent, ABCD est forcément un rectangle. Et bien sûr, dans un rectangle, on a bien entendu des angles droits. Donc, par conséquent, le triangle ABD est bien sûr rectangle en A. Mais ça, il faut le dire avant d'énoncer, avant d'utiliser le théorème de Pythagore. Pour utiliser Pythagore, il faut d'abord faire référence au triangle et dire quel est l'angle droit. Ok? Alors, donc volume de ABCD, A', B', C', D'. C'est quoi? Donc on vient de dire, c'est l'aire de base
l'aire de base, c'est tout simplement D', C' qui est pareil que DC. Donc ça fait quoi? Ça fait tout simplement 6 fois DA. DA c'est pareil que D'A', donc c'est fois 7. Bien sûr, que multiplie la hauteur DD', qui est égale tout simplement à 5. Donc le volume cherché, c'est 30, 210. 210, bien sûr, centimètres cubes. Est-ce que c'est bon? 210 centimètres cubes. Ok. Ensuite, calculer le volume de la pyramide OABCD. Alors, si vous permettez que j'efface le tableau, ou alors tiens, je vais prendre cet espace-là. Donc, volume de la pyramide OABCD. Est-ce qu'on est d'accord que la pyramide OABCD a pour base le rectangle ABCD? A pour base le rectangle ABCD. D'accord. Et pour hauteur OL. Par conséquent, le volume de la pyramide, OABCD est bien égal à 1/3 l'aire de base. L'aire de base, c'est bien entendu DC fois DA, c'est-à-dire 6 fois 7. Je répète, c'est égal à DC fois DA, n'est-ce pas? Fois OL. OL étant la hauteur. Donc, que multiplie, et tout ça, bien sûr, 1/3. Tout ça multiplié par 5. Par 4. Ce qui donne un volume égal à combien? OA, B, C, D. Ça me fait combien? 56. Merci Hélène. Ok. Parfait. Merci. 56. Ok. Alors, est-ce que l'on peut tourner la page? Donc là, c'est bon pour la partie A. Je crois que Valérie et Hélène avaient un petit souci avec la deuxième partie peut-être. Alors, deuxième partie. Alors, ok. Alors, on va effacer. Je peux effacer, c'est bon? Ok. Très bien. Alors, on continue. Alors, deuxième partie. Dans cette partie, on pose OL égale X, où petit x est un nombre compris entre 0 et 5. Le pavé creusé que l'on obtient est le socle en bois d'un trophée. Sur ce socle, on pose une pyramide en verre O, E, F, G, H. O, F, ok. Qui est un agrandissement de la pyramide OABCD de rapport 2, qui est un agrandissement de la pyramide OABCD de rapport 2. Ok. Ensuite, alors, est-ce que j'ai du texte après?
calculer le volume de la pyramide OABCD en fonction de x. Montrer que le volume du socle en bois est 210 moins 14x. Montrer que le volume de la pyramide en verre OEFGH est 112x. Calculer la valeur de x pour laquelle le volume de verre est égal à 2 fois le volume de bois. Alors, je reviens à ma figure. Alors, on y va. Première question, calculer le volume de la pyramide OABCD. Alors, est-ce qu'on est d'accord que le volume de la pyramide OABCD c'est bien sûr 1/3, n'est-ce pas? AD, rappelez-moi, ADBC c'est 6 fois 7, c'est ça? Donc c'est 6, d'accord, fois 7. Et rappelez-vous, tout à l'heure on a dit OL, mais cette fois-ci OL est tout simplement égal à combien? AX. Ce qui me donne volume de la pyramide OA BCD est tout simplement égal à 14x. 42 divisé par 3. Très bien. Ensuite, montrer que le volume du socle en bois est égal à 210 moins 14x. Est-ce qu'on est d'accord que le volume du socle en bois, c'est le volume du pavé droit A, B, C, D, A', B', C', D', moins le volume de la pyramide OABCD. C'est-à-dire que le volume du socle, est tout simplement égal à 210 volume du pavé droit moins la découpe, moins le volume de ce qu'on a creusé qui est une pyramide, donc moins 14x. Est-ce que c'est bon? Parce que n'oubliez pas l'esprit de l'exercice, c'est qu'au départ, on a un pavé droit dans lequel on a creusé ce pavé en enlevant une pyramide. Ce qui veut dire que le volume du socle, c'est le volume du pavé droit moins le volume de la pyramide qui a été creusée dans ce pavé droit. Est-ce que c'est bon? Donc il me reste bien sûr le volume du socle, qui est tout simplement égal à 210 moins 14x. Donc ça, c'est la réponse à la question petit b. Ensuite, on me dit, montrer que le volume de la pyramide en verre est tout simplement égal, le volume de la pyramide en verre OEFGH est égal à 112x. Alors, volume de la pyramide en verre OEFGH
G H. Dans l'énoncé, rappelez-vous, il est dit ceci: sur ce socle, on pose une pyramide en verre qui est un agrandissement de la pyramide au ABCD de rapport 2. Rappelez-vous, on a vu ensemble, lorsqu'on a un agrandissement d'une longueur, c'est bien sûr le rapport d'agrandissement K, la longueur est multipliée par K. Lorsqu'on a un agrandissement de l'aire d'un carré par exemple, ou d'une figure en général, lorsque le rapport des longueurs est K, le rapport des aires est K au carré. Ici, nous avons un rapport des longueurs égal à K, et on me demande de déterminer le volume à partir de cet agrandissement. Et on sait que dans ce cas-là, le rapport des volumes est tout simplement K au cube. K au cube. Au carré pour les aires, au cube pour le volume. Donc, volume de la pyramide en verre est tout simplement égal au rapport 2 au cube que multiplie le volume de la pyramide en bois. Est-ce qu'on a compris? Ce qui veut dire que le volume de la pyramide en verre OEFGH est tout simplement égal à 8 que multiplie 14x. Et 8 que multiplie 14x, c'est tout simplement 112x. On a fait un cours là-dessus lorsqu'on a abordé le chapitre sur les grandeurs et mesures, vous vous rappelez? On a expliqué comment effectivement on établissait le rapport entre les longueurs, les aires et les volumes. K pour les longueurs, K au carré pour les aires, K au cube pour les volumes. Et non, Hélène. On prend le volume et bien sûr on multiplie par le rapport K au cube. Pourquoi Isabelle? Parce que l'énoncé est dit. Est-ce que vous avez l'énoncé devant vous? Oui, Isabelle. Bon, l'énoncé, regardez Isabelle, deuxième partie. Deuxième partie, on vous dit, sur ce socle, on pose une pyramide en verre, n'est-ce pas? OEFGH, qui est un agrandissement de la pyramide, très bien, de la pyramide OABCD de rapport 2. Hein, c'est donné ici. Voilà, là. Ok? Parfait. Alors, ensuite, alors je ne sais pas si j'ai mis l'énoncé, mais je ne crois pas. Je poursuis. Ah oui, très bien. Alors, j'efface. Donc ça c'est fait. Alors on vous dit, on considère les fonctions f et g définies par, première fonction, f de x égale f de x égale 210 moins 14x. G de x égale 112x. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la fonction f représente le volume du socle en bois? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la fonction f est la fonction
volume socle en bois. Alors que la fonction G est le volume de la pyramide en verre. Ou pyramide de verre. Donc la fonction F, c'est le volume de bois. Et la fonction G, c'est le volume de verre. D'accord. Est-ce que vous pouvez me faire l'économie? Est-ce que vous savez tous représenter ces deux fonctions? Ou faut-il que je le fasse? Est-ce que vous voulez que je le fasse? Vous êtes sûr? N'hésitez pas, hein? Si vous avez un souci, vous me le dites. Vous voulez que je le fasse? Ok. Alors, regardez bien. Ok, Joséphine. Alors ici, on est d'accord qu'on m'a dit tout avant, on m'a dit que x, très important, on m'a dit que x, n'est-ce pas, ici, est compris, vous voyez, x est compris entre 0, x est compris entre 0 et 5. Vous voyez, x est compris entre 0 et 5. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour représenter ces deux fonctions, je trace un repère. Alors, je vais prendre, donc je vais les réécrire 210 moins 14 et 112x. Alors, 210 moins 14 et 112x. Alors, f de x égale 210 moins 14x et g de x égale 112x. Alors bien sûr, pour tracer une droite, il me faut 2 points. Ici, je vais donc prendre les valeurs extrêmes. Ici, je vais prendre les valeurs extrêmes qui sont, cette droite-là, je vais dire cette fonction-là est représentée par D1 et celle-ci, elle est représentée par D2. Alors D1, elle va passer par les points suivants. D1. Je vais donner à x une valeur et je vais chercher f de x. Je vais donner à x la valeur 0. Est-ce qu'on est d'accord que f de x, c'est 210? Ça, c'est mon premier point. Premier point, coordonnée 0, abscisse 0, ordonnée 210. Vous m'arrêtez, Joséphine, si c'est pas clair. Deuxième point, je donne à x, par exemple, la valeur 5. X égale 5. Et je remplace 14 fois 5. 70. 210 moins 70. Est-ce que vous êtes d'accord que ça fait 140? Oui. Je prends ma deuxième droite D2. J'ai ici x et là j'ai g de x. Bon, le premier point, il est évident, c'est l'origine du repère. 0, 0, puisque la fonction g est une fonction linéaire. La fonction f est une fonction affine. Je remplace maintenant x par 5. Et je dis 112 fois 5. 112 fois 5, est-ce que, on est d'accord, ça fait à peu près, ça fait exactement 560. Est-ce que c'est bon jusque-là? Très bien. Maintenant, ça va être un petit peu plus difficile pour moi, mais je vais essayer. Donc, je vais faire mon repère. Je vais faire mon repère, mais très important. Il faut faire le choix des unités. En abscisse, j'ai pas de souci. En abscisse, ça va de 0 à 5. Donc là, il n'y a pas de problème. Là, ça va de 0 à 5. Pas de souci. 1, 2, 3, 4 et 5.
Ok. Ici, en ordonnée, il faut que ça aille de 0 pour Y à 560. À 560, donc là, il faut que je prenne, on va dire, des multiples de 4. Alors, si je prends 40, ça fait 40, 4 fois 4. Alors, ça, alors 40 fois 10, ça fait 400. 40, ça fait peu. Alors, je vais prendre, allez, 40 quand même. 40. Alors là, encore une fois, si vous avez une feuille de papier, c'est plus facile. Donc là, j'ai 40. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 200. 1, 2, 3, 4, 5. 400. 1, 2, 3, 4, 5, 600. Donc là, j'ai pris comme unité 40. Là, j'ai donc 200. Là, j'ai 400. Là, j'ai 600. Je prends mon premier point. 0, 210. 240. Allez, je vais tricher un peu. 210, c'est quelque part ici. À peu près. À peu près. D'accord. Ensuite, 5, 140. 5, 140. Alors, je vais tracer ici, bien sûr, 5, 140. 80, 120, 140. À peu près ici. Je prends ma droite, voilà, je joins ce point-ci et ce point-ci. À peu près. Ça, c'est la droite D1. N'est-ce pas, Joséphine? Ça va? Ça, c'est la droite D1. Ensuite, la droite D2. 0, 0 et 5, 560. Donc ici, 400, 480, 520, 560 ici. Je trace de droite là, à peu près là, et je joins. Et là, j'ai ma droite D2. À peu près. C'est bon? Ok. Ou si vous préférez, voilà. Donc à côté de ça, je vais rentrer G2X. Alors G2X. Voici. Donc on a dit que X va varier de 0 à 5. Donc X égale 1, 2, jusqu'à 5. Donc on choisit, on sélectionne ces deux, on les recopie. Voilà. Jusqu'à 5. Voilà. 5. Voilà. Ouais, c'est pas bien. Donc c'était plutôt 1. J'ai recopié. Voilà. J'ai choisi. Voilà. Voilà. Je recopie jusqu'à 5. On a dit donc. Voilà. 3, 4 et 5. Voilà. 5. Je vais centrer tout ça. Que ça fasse plus propre. Voilà. On va centrer. Un peu de gras. Voilà. Ici, je vais rentrer ma fonction f. Rappelez-vous, la fonction f, c'est quoi? C'était de mémoire, c'était 14, c'est 210 moins 14x, n'est-ce pas? Donc 210 moins 14x. Alors 14 sous Excel, il faut impérativement faire fois, donc multiplier. Et le x, c'est tout simplement cette cellule
que je vais appeler la cellule A2, voilà, et donc moins 14x, entrée. Et donc là, ça me calcule et ça me fait forcément 210. Je recopie ma formule vers le bas. Ça me fait toutes les valeurs qu'on avait trouvées. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait trouvé 540, n'est-ce pas? On avait trouvé 540. Maintenant, je vais rentrer ici G de x. La formule pour G de x, c'est combien? C'est 112 que multiplie x, que je récupère ici en A2. Je valide, je recopie ma formule vers le bas, et rappelez-vous, pour 5, on avait trouvé 560. Vous vous rappelez, pour 5, on avait trouvé 560. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, je vais sélectionner ces deux cellules-là, ces deux plages de cellules. Je vais aller dans le menu Insérer, je vais Insérer, et je vais aller dans Graphique. Alors je vais Insérer, Insertion graphique, ici. Et parmi les graphiques, je vais choisir nuage de points. Et parmi nuage de points, je vais choisir ceci. Et donc, je vais représenter ma première droite. Donc, je vais la déplacer un tout petit peu vers le bas. La voilà. Je vais faire maintenant, je vais aller dessus. Et je vais sélectionner, donc, sélectionner des données. Je vais rajouter un graphique. Je vais rajouter un deuxième graphique. Je vais sélectionner mes cellules. Donc, le X, cette partie-là, le Y, non pardon, donc ça c'est le nom de la cellule, je vais appeler ça, je sais pas moi, volume vert, ça c'est le vert, ok, je sais pas si c'est le vert ou le bois, je me rappelle pas. Donc là je vais sélectionner mes cellules A2, A7, ici je vais sélectionner les deux plages de cellules suivantes, c'est-à-dire toute cette partie-là, voilà, et je fais OK, et là vous avez bien sûr OK. Je vais déplacer mon graphique. Voilà. Et là, vous avez les droites un peu plus propres que celles que j'avais effectivement tracées tout à l'heure. Et voilà. Voilà, Joséphine. Je pense que c'est un peu plus clair. J'espère. OK. Donc, vous voyez le point de 0 à 5. Là, les points où elles se coupent. Voilà. Et donc là c'est l'intersection. Et d'ailleurs, je clique dessus et j'ai à peu près les coordonnées de, voilà, j'ai à peu près, enfin, en principe ça devrait me l'afficher, je le vois pas, mais tant pis. Voilà, ok. Alors, donc je vais quitter le partage d'écran et je reviens à ma situation antérieure. Alors ensuite, maintenant on vous dit, ok, on vous dit maintenant, donc c'est fait. Alors, on veut que le volume de bois et le volume de verre soient égaux. En utilisant le graphique, donnez une valeur approchée de x pour qu'il en soit ainsi. Retrouvez ce résultat par le calcul. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour qu'il en soit ainsi, c'est exactement ce que je lis ici. Alors, mon schéma n'est pas précis, mais vous avez tous compris que le volume, voilà, il y a égalité pour ça. C'est bon? Ok. Alors, on me demande de le retrouver par le calcul. Alors, par le calcul, ça donne quoi? Par le calcul, ça donne tout simplement f de x. Par le calcul, ça donne tout simplement f de x égale g de x. C'est-à-dire f de x 210 moins 14x égale 112x. Ce qui veut dire que 210 est tout simplement égal à 112 plus 14x. Ce qui veut dire 126x égale à 210, soit x égale à 210 divisé par 126, soit x égale, alors ça fait du 1,05 sur du 63, c'est encore divisible par 3, et ça fait du 30,
35. Non. 35 divisé par 3. Ça fait du 21. Et c'est divisible par 7. Je vais y arriver. Et ça fait du 5 sur 3. Est-ce que c'est bon? Non. Oui. Voilà. Ce qui donne à peu près, si on se réfère au graphique, n'est-ce pas? Si on se réfère au graphique, ici, vous voyez, ici ça fait à peu près, vous voyez, ici ça fait à peu près 7, vous voyez, 7, ce point-là fait à peu près 1,7, vous voyez, ici. C'est bon? Ok. Très bien. Est-ce que j'ai terminé? Je ne sais pas. Je vais juste revenir à mon énoncé. Pardon, précédent. Voilà. Donc là, c'était pas là. Voilà. Voilà. Et donc, retrouver ce résultat par le calcul. Et par le calcul, c'est exactement ce que l'on vient de trouver. Voilà, j'espère que cette séance, comme d'habitude, a été profitable. D'accord? Et que vous avez appris des choses. Et que vous avez consolidé. Et que vous continuez à travailler. Et que vous allez réussir, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Donc, je finis juste de dérouler. Voilà, je finis juste de dérouler. Mais encore une fois, soyez vraiment tenace. Hein. Soyez tenace, beaucoup d'abnégation, beaucoup de conviction. Et franchement, ça va marcher. Relisez les vidéos pas simplement de cette année. Prenez un tout petit peu de temps. Prenez un petit peu de temps pour relire les vidéos que j'ai fait l'année passée. Vous voyez, les anciennes vidéos. Les exos ne sont pas les mêmes. Donc ça vous donne un éventail de révision plus large. Et franchement, vous avez le temps de bien consolider. Et n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez un exo, à essayer de le faire. De s'entraîner, de répéter. Parce que c'est ça le concours. Hein. C'est dans la répétition. Voilà, j'espère avoir été utile. Et donc, encore une fois, on fera le bilan un peu plus tard. Mais pour le moment, je vous dis, soyez convaincus. Et ça ne peut que bien marcher. Merci encore. Et je vous dis donc à très bientôt. Peut-être, si j'ai une disponibilité, je vous convoquerai peut-être avant mercredi. Mais vous me répondrez, si vous pouvez pas, vous pouvez pas. Hein. D'accord? Oui, Hélène.